Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors, comme dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne, et ce soir, c'est donc la même équipe que la semaine dernière avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Et à nous se joint également Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Alors messieurs, j'espère que vous êtes prêts ce soir. On a beaucoup de pain sur la planche, comme on dit. On l'avait annoncé dans l'épisode la semaine dernière. C'était une grosse semaine pour Neuchâtel Xamax. Et quand c'est une grosse semaine pour Neuchâtel Xamax, bah, c'est aussi une grosse semaine pour nous, l'équipe de Xamcast, avec pas moins de 2 matchs à débriefer, ainsi que 2 autres matchs à briefer. Donc voilà. On a beaucoup, beaucoup de travail et puis, surtout qu'on est passé un peu par toutes les émotions cette semaine, donc on va vous détailler ça, dans les différentes rubriques et on commence tout de suite avec la première rubrique. Le premier match, de la semaine, place, et honneur à la coupe de Suisse et une fois n'est pas coutume, Neuchâtel Xamax était encore, engagé à ce stade de la compétition, à savoir les huitièmes de finale et c'était un déplacement pas simple qui, attendait, Neuchâtel Xamax du côté de Colovray contre un adversaire du même championnat, le Stade Lyonnais. Un Stade Lyonnais qui, carbure, comme on dit, pas si mal que ça depuis le début de la saison. Donc on pouvait tout craindre, quand même de ce déplacement, surtout que Neuchâtel Xamax se déplaçait avec une infirmerie, quand même bien fournie. Alors, voilà, on est passé un peu par tous les états d'âme, dans ce match, mais on a quand même eu droit à notre petit moment de bonheur avec une qualification. Allez, on pourra la qualifier, messieurs, arrachée par les tripes, je crois, cette qualification. Totalement, mais je veux dire quand on arrive, nous, à arracher, une qualification par les tripes en lieu et place de nos adversaires, c'est toujours, satisfaisant et plaisant puisque c'est pas quelque chose qui nous arrive, non plus si souvent que cela et voilà, de ce point de vue-là, c'est vraiment le gros truc que je retiens de cette qualification, c'est qu'on a réussi à faire avec les éléments compliqués de ce match, on a réussi à garder le cap et puis à obtenir l'essentiel, c'est-à-dire la qualification. Totalement. Alors Varam, on est d'accord, ça aurait été un match de championnat qui se termine, à la fin du temps réglementaire à un partout, un match nul. Notre discours, notre débriefing de ce match n'aurait probablement pas été le même que le match de coupe. Ah bah c'est clair parce que le scénario sur les 90 premières minutes, il a été rageant. Mais comme c'est un match de coupe, bah voilà, il y a eu les 2 fois 15 de prolongation plus la séance de tir au but. Donc heureusement, ça s'est pas fini après les 90 premières minutes parce que c'est clair que je pense qu'on aurait fustigé, on aurait été très très énervé, je pense, parce que c'est vrai que normalement, on n'aurait jamais dû se laisser traîner dans cette prolongation. Mais bon, c'est aussi ça, la magie de la coupe. Et puis, malgré énormément d'adversité, malgré énormément de difficultés, les gars ont fait un super match. Euh, Avant le match, c'était un peu ce qu'on craignait. On savait que Nyon allait faire un gros, gros match, qu'ils allaient mettre beaucoup d'intensité, qu'ils allaient jouer très, très physique. Et puis c'est vrai qu'on avait une petite réserve. On se disait, mais est-ce que Xamax va réussir en termes d'intensité et de grinta, va se mettre au niveau? Et la réponse a été un grand oui. Ouais, effectivement, beaucoup de fierté, à l'issue de ce match. Alors on l'a dit, Anthony Breza n'avait pas, voilà, pléthore de choix pour faire sa composition. Alors certes, on enregistrait les retours de Demachaï, de Ben Seguir et de Sidibé. Alors logiquement, les 3 joueurs n'ont pas été titulaires pour ce match.
Et puis, ben voilà, le match prenait déjà une tournure pas très bonne à la 24e minute avec la sortie d'Eris Abedini. Et à ce moment, on se dit, voilà, encore un joueur qui sort sur blessure, mais on va avoir combien de joueurs valides d'ici la fin de l'année? Donc voilà, première mi-temps, messieurs, voilà, c'était assez pauvre hein, en occasion, hein. On va dire qu'on a surtout vu Azemi tenter de mettre un peu le nez à la fenêtre côté Xamax. Mais voilà, il manquait quand même un peu de folie dans le jeu offensif en première mi-temps, Osvaldo, côté Xamax. Oui, oui, après on savait très bien que voilà, c'était un peu malheur au vaincu à la suite de ce match. Je veux dire, je pense que mais les deux équipes, à mon avis, sur une confrontation équilibrée comme celle-ci, en plus, tout en évoluant dans le même championnat, donc nous, on connaissait les faiblesses lyonnaises, mais certainement que eux connaissaient les nôtres aussi. Il y avait un petit peu certainement, enfin, on pouvait s'attendre quelque part à un esprit un peu calculateur du fait que, ben, on savait très bien qu'à la fin de ce match, il y aurait un qualifié et un éliminé. Donc, ça m'étonne sans m'étonner quand on sait le caractère spécial de ce match et en fait le niveau des deux équipes, quoi. Ouais. Nyon a eu quelques opportunités en première mi-temps. Varane, c'était pas non plus des occasions énormes. C'est assez logique que les deux équipes arrivent à 0-0 à la mi-temps. Oui, non, non, absolument. Donc, c'est vrai que la physionomie de cette première de mi-temps reflète quand même ce qu'on attendait de ce match, c'est-à-dire un match sur une pelouse compliquée, qui était assez lourde. Et puis, bah voilà, deux équipes qui se sont livrées une bataille quand même assez âpre. Il y avait beaucoup de fautes, c'était un jeu qui était très haché et c'était compliqué de voir des actions et du beau foot. C'était vraiment plus une bataille physique, une bataille de nerfs, une bataille vraiment bah, voilà, bah, de corps, hein. On a vu énormément de duels, de fautes. Donc voilà, donc c'était pas du grand spectacle, mais il y avait de l'intensité et puis un combat physique intéressant. Mais c'est vrai que, on va dire pour les esthètes du jeu, je pense qu'ils auront été assez déçus. Ouais. Il Alors, y en a quand même une qui est grosse hein, en première mi-temps, le triple. On a quand même déjà en oui, première, oui, c'est on juste. a ce triple sauvetage sur la ligne où on se dit, bon, ben, enfin, moi personnellement, je me suis dit, si on commence déjà là, d'un côté, si on commence déjà là à trembler comme ça, le match va être long. Mais si on arrive à résister une fois à ce type d'occasion, ça peut sentir bon à la fin de ce match. Oui, oui, effectivement, tu as bien fait de le noter. Nyon était quand même passé plus proche d'ouvrir le score que Xamax. Alors, à la mi-temps, donc on l'avait pas précisé avant, mais la sortie sur blessure d'Eris Abedini a entraîné un changement. Romain Bayard, qui avait commencé comme latéral droite, a été repositionné dans l'axe pour reprendre la place d'Abedini. Et c'est Yoann Epito qui est entré en jeu pour occuper le flanc droit de la défense. À la mi-temps, Tony Breza décide de faire un deuxième changement. Alors, c'est Azemi qui est sorti, bon alors il a été un peu rudoyé en fin de mi-temps, Altin Azemi. On aurait pu penser que, voilà, il avait été touché physiquement, hein. Il y a quand même une ou 2 fois, il est resté au sol après un contact. Messieurs, apparemment, d'après les infos qu'on a reçues, c'était pas Altin Azemi n'était pas, blessé. C'est un changement un peu surprenant. C'était quand même le plus remuant là sur son côté gauche, hein. Oui, je vais laisser Varane Varane, ouais. peut-être en parler. Bah disons, bah c'est vrai que c'était pas tellement un match pour Altine, hein, vu que lui, bah, c'est plutôt un joueur avec un centre de gravité assez bas, technique. Maintenant, je pense quand même qu'il faudra qu'on ouvre une fois un dossier sur la gestion Bazemi de la part de notre coach parce que moi, je me pose quand même pas mal de questions depuis un moment. Moi, je me demande s'il y a vraiment un très bon feeling entre les deux, et j'ai un gros doute parce que j'ai l'impression que par rapport aux qualités du garçon et par rapport à son nombre de minutes, je trouve que c'est quand même famélique.
d'autant plus qu'on a beaucoup de blessés. Et j'en viens quand même à penser, je le pensais déjà au fait il y a quelques mois, même en fin d'année passée, puis je le pense encore plus maintenant. Je me demande s'il n'y a pas une petite diatribe entre les deux ou s'il y a un bon feeling entre les deux. Voilà, moi je pense que c'est légitime qu'on se pose la question quand même. Oui, alors en plus, comme le changement s'opère à la mi-temps, on n'a pas forcément la réaction du joueur au moment où il doit sortir, donc on n'en sait pas plus. Mais c'est vrai que ouais, c'est surprenant s'il n'est pas touché physiquement de le sortir de le sortir à ce moment-là, et d'autant plus quand on connaît après aussi le match qui suit, qu'on débriefera après. Donc voilà, mais bon, voilà, Anthony Breza a fait ce choix. Et puis, ben voilà, c'est Koné qui rentre à sa place. Et à l'heure de jeu, ben voilà, c'est la poisse pour Gros Koné et Neuchâtel Xamax. Le joueur doit sortir sur blessure. Il a tenu sa place à peine un quart d'heure. Mais j'ai envie de dire, ce changement aura été quelque part un mal pour un bien, parce que, à sa place est rentré, Malik Démé, et on a beaucoup, beaucoup aimé la performance, pardon, de Démé, on va dire pendant, les 60 minutes qu'il a joué, hein, finalement, une demi heure de jeu plus, les 30 minutes de prolongation. Il a été dans tous les bons coups, Osvaldo Démé. Oui, oui, puis on y viendra, on y viendra juste après. Il est même décisif, hein, sur les actions très importantes de cette deuxième mi-temps. Et de ce point de vue-là, c'est positif quand on a des jeunes qui arrivent à prendre finalement leur chance, parce que, bon, quand on connaît, on sait que même s'il n'est pas titulaire, c'est quand même un joueur enfin, important de cet effectif-là, qui est la première doublure de Demachai. Et c'est pas facile dans un match de coupe comme ça, quand on sait un petit peu l'attente qu'il peut y avoir, notamment chez les supporters, et l'attente qu'il y avait vis-à-vis de ce quart de finale qu'on ne voyait pas depuis 15 ans. C'est tous des éléments quand on est aussi jeune et qu'on rentre dans un match de coupe comme ça, il peut être écrasé par la pression, et il a été décisif. Donc tant mieux. Oui. Effectivement, et à ce moment-là, Varane, on sent quand même un Xamax avec un potentiel offensif un peu plus dangereux, bah, justement amené par Démé, hein, voilà, qui montre ses qualités à la fois balle au pied, mais aussi en termes de vitesse. C'est un joueur vraiment très, très, très intéressant. Son retour, en tout cas, amène un peu plus de solutions à Anthony Breza. Oui, bah, c'est un joueur hyper intéressant. Il avait commencé le championnat de fort belle manière. Et puis, il a une petite blessure, je crois, à la cheville. Puis, il a eu un peu de la peine à revenir. Il n'a pas été convoqué quelques matchs. Et puis là, il est revenu motivé. Et puis c'est un joueur qui techniquement, on voit qu'il en a sous la semelle. Des fois, il exagère même avec certains petits gestes. Mais non, non, c'est un joueur qui techniquement, il est très intéressant, il est rapide, il est percutant. Et puis il a amené, on va dire, cette percussion et cette fantaisie. Il a beaucoup essayé les contre 1. Il est très souvent, il a réussi à passer son adversaire direct, ce qui a fait bah, qu'on a pu créer de la supériorité. Et puis, bah, je pense que c'est clairement le profil qui nous manquait devant, c'est-à-dire un joueur d'imprévisible qui tente, qui a un peu du culot et de l'audace. Et puis, ça nous a fait vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de bien. Oui, effectivement. Et puis, voilà, le match aurait pu, basculer, on va dire, déjà dans le sens de Neuchâtel Xamax, mais avant l'ouverture du score, en fait, heu, bah, c'est le Stade Lyonnais, hein, qui rate la coche avec vraiment une très, très grosse occasion. Heu, c'est Manquant qui remet au centre, je vous vous souvenez à qui, c'était le joueur? Je me souviens plus, mais alors là, on va mettre en avant le retour de Yoann Epito, Osvaldo. Oui, effectivement, où il est présent au bon moment, et puis il ne lâche pas finalement son joueur. Il arrive à contrer ce ballon in extremis, et finalement, c'est les petits détails.
qui dans ces matchs secs, dans ces matchs à élimination directe, font la différence parce que je pense que je suis pas certain que si Nyon était passé devant en premier, je suis pas certain qu'ensuite on serait revenu immédiatement. Le doute aurait pu s'installer. Et donc voilà, ce sont ce genre de sauvetages qui sont quand même relativement capitaux dans des matchs de ce calibre. Ouais, Varane, ça c'est un sauvetage, qui évite un but quasi certain là. C'est Stoll, hein, il me semble, qui s'est présenté face à Edin Omeragic. Mais le sauvetage est d'autant plus magnifique qu'il revient depuis derrière, hein, le contrer le ballon et il fait ça sans faute, donc magnifique. Effectivement, bah voilà, bah c'est pour ça que Johan est un défenseur indispensable à notre défense. C'est justement dans ces situations-là qu'on voit qu'il a cette grinta, qu'il est agressif sur l'homme et qu'il est très bon dans les duels et puis en un, en un contre un. Et puis bah voilà, bah cette action démontre le pourquoi c'est un défenseur qui est indispensable. Bergsma puis Wairulaou ont d'autres qualités, mais c'est vrai que Johan, c'est le défenseur, c'est le vrai défenseur pur. Et c'est là qu'on voit sur ce tacle qui, au passage, est un geste technique très compliqué parce que, parce que les gens ont fait oublier que le tacle fait partie des gestes techniques du foot et il faut savoir maîtriser ça. Et Johan a très très bien maîtrisé ça et c'est un geste de grande grande classe, effectivement. Oui, parce que, on va dire ce tacle, il le refait 10 fois et 9 fois, il peut toucher la jambe du joueur nyonnais, donc là, c'est vraiment c'est magnifique et puis dans l'enchaînement, Neuchâtel Xamax prend l'avantage. On joue à ce moment à la 83e minute de jeu et puis, on va dire, c'est sur voilà, une belle inspiration, Streit et Deme, hein, qui combinent avec, si je me trompe pas, Caraco à l'origine, de l'occasion. Mais, voilà, Osvaldo sur cette action, on va saluer, la prise de risque, hein, offensive de Streit et de Deme. Ça combine bien à l'approche des 16. Une frappe, on ose frapper et puis, beaucoup d'opportunisme et de bonne lecture de jeu de la part de Deme qui est au bon endroit pour reprendre le ballon. Tu as utilisé exactement le terme que je souhaitais utiliser, opportunisme, parce que ça, c'est vraiment, c'est aussi le sens du but et le sens d'aller au bout des actions. Parce que voilà, si tu n'es pas prompt sur le rebond, ben t'as peut-être un Lyonnais qui dégage le ballon avant toi et tu ne marques pas. Et finalement, c'est autant bien combiné parce qu'effectivement, ça combine vite à l'entrée des 16. Et puis ensuite, c'est le fait de savoir aller vraiment au bout de l'action parce que la frappe, pour ma style, elle n'est pas forcément facile à capter. Il la renvoie pas non plus exactement où il pourrait, enfin, il devrait la renvoyer parce qu'il la renvoie dans les pieds de Streit. Mais encore faut-il avoir l'opportunisme et le sang-froid, enfin, dans les pieds de Démé, pardon. Mais encore faut-il avoir l'opportunisme et le sang-froid de placer ce ballon au fond et il ouvre son pied, il est clinique et ça finit au fond des filets. Donc bien joué, vraiment. Oui, effectivement, c'est un geste, voilà, vraiment magnifique. Ben, voilà, le banc neuchâtelois, enfin les joueurs neuchâtelois et le banc exultent, et forcément quand tu marques, dans un match aussi serré, dans les 10 dernières minutes de jeu, tu te dis que tu prends un avantage, très important, voire quasiment décisif. Et puis non. Et puis non. Arrive cette, cette occasion. C'est même pas une occasion en fait, c'est quoi? Ils égalisent à la 89e, je pense vraiment, ouais 88e, 88e. Je dis: «C'est même pas une occasion, Varane» parce que, bah, on va souligner quand même les 2 choses qui, amènent à ce but. La première, c'est bien évidemment l'erreur technique de d'Omer Hagic. Et ensuite, on va aussi rien enlever, hein, au joueur nyonnais Bega qui fait le geste parfait. Oui, alors effectivement, bah voilà, il a fallu une énorme boulette sur le but et puis un beau geste technique. Donc effectivement, bah, Nomer Agic, je pense que si il refait ce dégagement 9 fois sur 10, il le réussit.
Et puis évidemment, bah là, il le rate. Ça finit dans les pieds de Bega, bah, qui se trouve à mi-terrain. Et puis là, bah, il voit clairement notre gardien en fait avancer. Il réfléchit pas, il frappe. Et puis la balle rentre. Et puis à ce moment-là, on se dit quand même que le vent a peut-être tourné et qu'on a peut-être qu'on a peut-être jeté aux orties un quart de finale qui 5 minutes avant nous tendait quand même largement les bras, quoi. Ouais, parce qu'à l'endroit où récupère Bega où il frappe dans son camp. Osvaldo, la balle, enfin pareil, je pense que 10 fois il refait cette frappe, 9 fois il la met à côté ou au-dessus, ou alors il la met tellement en cloche que le gardien peut intervenir. La frappe, elle est parfaite. Et Omer Agic, il revient, mais il peut même pas intervenir, quoi. Donc double Ouais, place, après, effectivement. faut pas oublier non plus, même si c'est un tout autre contexte que Bega a déjà été le joueur qui a mis le penalty décisif au tour précédent contre Nyon, enfin pour Nyon contre Zurich. Donc je pense qu'il y a aussi un facteur, si je rappelle cet événement-là, c'est parce qu'il y a peut-être aussi un facteur confiance dans ce type de match où dans la confiance fait que tu te sens pousser des ailes. Et du coup, peut-être que la réussite t'accompagne plus que d'habitude. Peut-être que s'il tente ça en championnat la semaine dernière, ça va pas forcément au fond. Mais c'est vrai que c'est autant un dégagement complètement foiré de Meragic qui, personnellement, c'est peut-être le seul élément de son jeu en général qui continue de me laisser un petit peu dubitatif parce il est incroyable enfin, sur sa ligne et dans ses 5 mètres pour des arrêts décisifs et pour suppléer une défense qui n'est pas toujours en place. Par contre, c'est pas la première fois cette saison que je le vois en difficulté sur des dégagements comme celui-ci. Et puis, ma foi, quand tu les rates complètement, bah, tu les rates complètement. Et puis, la conséquence, elle est là, quoi. Mais c'est vrai que moi, on va y venir. Mais compte tenu du coup de massue qui a dû constituer cette égalisation, je suis d'autant plus fier de ce qui s'est passé après et dont on va parler Ouais. maintenant. Moi, je voulais encore ajouter, honnêtement, pourquoi Omer Agic tire lui ce coup franc? Il y avait il y Voilà. avait aucune raison. On ne devait pas jouer rapidement, on ne devait pas nous remonter un but et puis mettre toutes nos forces dans la bataille. Le gardien, il tire un coup franc comme ça quand son équipe doit revenir et puis que tout le monde se rue à l'attaque. Mais là, on Mais ça, c'est une pose le vraie ballon question. Je suis d'accord avec toi. tranquille, on pose le ballon tranquille, c'est un défenseur, on essaye un peu de faire tourner. Eux, c'est clair qu'ils vont commencer à jouer dans l'urgence. À ce moment-là, ils ont plus beaucoup de temps pour revenir. Ils s'étaient pas créé d'occasion vraiment depuis notre égalisation. En fait, ce but, il vient complètement de nulle part, Varane, parce qu'on n'était pas, enfin, ils nous ont pas pris à la gorge dès l'ouverture du score. On n'était pas du tout dans nos petits souliers à ce moment-là. Il n'y avait aucune raison de jouer ce coup franc comme ça à ce moment-là, quoi. C'est d'autant plus surprenant. Donc c'est, à mon avis, un mauvais choix de le faire tirer au gardien. Je sais pas la communication à ce moment-là entre Meragic et les défenseurs, comment elle se fait. Un mauvais geste technique. On voit qu'il y a une petite motte qui décolle au moment où il frappe la balle. Et puis après, derrière, évidemment, Bega qui nous fait une Mambo number 5. Et puis voilà, boum, ça part direct dans les buts, quoi. Donc Bah, forcément, Bah, disons que peut-être ça a été un mélange un peu d'euphorie suite au but, et puis on est rentré dans une frénésie, puis on était moins aussi concentré peut-être. Peut-être qu'on s'est dit que l'affaire était dans le sac. Enfin voilà, peut-être qu'il faudrait aller sur ces thèmes-là, peut-être un peu trop relâché. On se précipite un petit peu. Voilà, moi je pense que ce but, il nous a libérés. Ben voilà, on a vu comme on l'a fêté. Hein, on s'est enlevé un poids parce que c'était un match hyper fermé. Et peut-être qu'on s'est dit peut-être à peine un peu trop tôt, pas assez de sang-froid, de tête froide. Et puis ben, peut-être, ben, voilà, on s'est fait prendre dans une frénésie un peu trop électrique. Et puis bah voilà quoi, il a suffi de un accident pour se faire égaliser quoi. Et en plus c'est vrai que c'est un but qui tombe un peu miraculeusement parce que c'est pas du tout une action de construite, c'est même pas une frappe c'est même pas une frappe à 25 mètres sur un renvoi, c'est même pas une balle au fait arrêtée, c'est vraiment un but qui tombe vraiment de manière impromptue quoi. ouais.
Mmh. Alors là, franchement, il reste encore, quasiment 7 minutes, avant la fin du temps réglementaire. On se dit: «Mais ce match, on va le perdre et on va peut-être même le perdre sans aller aux prolongations». Alors heureusement, Nyon était quand même, au moins aussi fatigué que nous, donc ils ont pas eu, toute l'énergie nécessaire, en tout cas dans la fin du temps réglementaire, pour, pousser, et arracher la qualification avant les prolongations. Donc les 2 équipes arrivent, logiquement, dans les prolongations. On va dire, Osvaldo, dans ces prolongations, on a quand même senti 2 équipes, assez fatiguées, qui font des changements, un petit peu, un peu dans les 2 sens. Mais Nyon était quand même un peu moins fatigué que nous, on a l'impression, hein. Ben oui, c'est-à-dire qu'ils ont mieux négocié ces prolongations. Il y a qu'à voir les occasions qui se sont créées, puis que finalement, encore une fois, on a eu le mérite, nous, de faire le dos rond tout en étant un peu plus en difficulté sur le plan physique. Euh, et puis, ce sont des matchs qui, pour moi, enfin, c'est un match comme celui de mardi, est un match enfin, c'est une qualification qu'on n'aurait jamais ramené, par exemple, la saison passée, pour pas citer d'autres saisons avant, hein. Je pense Mmh. que c'est de ce point de vue-là, il y a un vrai, il y a, il y a quand même quelque chose à dire sur certains des matchs, des résultats positifs qu'on a pu ramener cette saison, qui selon moi n'auraient jamais été ramenés en premier lieu. Puis il faut quand même rappeler que sur un match comme mardi, alors il est présent sur la fin et tant mieux, mais au début on commence sans notre meilleur buteur. Ouais, Et c'est j'allais y co- venir, c'est ouais. c'est quand même c'est quand même des éléments qu'il faut pas négliger, de réussir à aller chercher une qualification dans ces conditions-là, parce que même si on peut discuter sur la clémence du tirage jusqu'ici, puisqu'on a affronté deux équipes de deuxième ligue et puis une équipe de Challenge League classée en dessous de nous, Nyon, je le répète, avait sorti Zurich au tour précédent, et techniquement c'était nous qui avions la pression avant ce match, c'était pas eux. Donc Mmh, je très clairement. pense que de ce point de vue-là, c'est très positif. Ouais. Côté Xamax, ben, voilà, les entrées de Fakinetti et de Demachaï, ont amené un petit peu de fraîcheur physique par rapport à Size et Stride qui étaient vraiment cuits à ce moment-là du match. Ils ne pouvaient plus, aller en avant. Bon, voilà, Demacha, il n'a pas réussi à être décisif. Il a quasiment été sevré de bons ballons, hein, quand même. Le reste de l'équipe qui était encore présente était bien fatigué. Et c'est Nyon, hein, qui s'est créé la plus grosse occasion de ces prolongations à la 107e minute avec cette frappe de Stoll qui a été dans tous les bons coups, hein, quand même, pour son équipe depuis sa rentrée autour de la 70e minute. Voilà, à ce moment-là, les dieux du foot sont avec nous, Varane. Celle-ci, elle peut faire poteau rentrant sans problème, hein. Ah bah clairement, hein, je crois que sur l'occasion, on a tous retenu notre souffle pendant quelques secondes. Et d'ailleurs, ça a été la seule occasion de ces prolongations, si ma mémoire est bonne. Et là, bah clairement, puis là, bah, si on prend le but, je pense que le match finit comme ça parce qu'on aurait pris un tel coup sur la tête que ça aurait été vraiment terrible pour nous. Donc voilà, donc on s'en sort bien. Et puis à quelque part, les dieux du foot avaient choisi leur camp à ce moment-là. Ouais. Et puis voilà, ben, les prolongations s'achèvent sur ce score de 1 partout, rien n'est marqué et on arrive dans l'exercice de tir au but. Alors, il y avait tout pour avoir une séance foireuse. 2 équipes Heu, qui arrivent au bout du rouleau, 2 gardiens qui sont pas maladroits, hein, dans les tirs au but. Omer Agic et Mastil, ils en arrêtent quand même régulièrement et puis, voilà, on se dit qu'il y a peut-être plus de buts qui vont être arrêtés enfin de tirs qui vont être arrêtés que de buts. Alors, là, ben, on va tout simplement, saluer les nerfs des joueurs neuchâtelois. Un seul échec, celui de Léon Bergsma, mais encore c'est pas un échec puisque Mastil fait un super arrêt. Et puis, c'est plutôt les Nyonnais qui ont craqué. En l'occurrence, si je me trompe pas, c'est, Sarr, hein, je crois, qui a manqué le tir décisif. Ouais, C'est ça, ouais. ouais, c'est ça, c'est Sarr. Donc, voilà, des tirs au but sinon, transformés, très sereinement par Ben Seguir, par Bayard, par Démé et puis le buteur maison qui assure la qualification,
neuchâteloise. Bon, messieurs, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que cette qualification est méritée? Vraiment à toi l'honneur. Bah, je dirais que oui. Oui, clairement. Alors après, voilà, si Nyon avait passé, je pense pas que ça aurait été un scandale non plus, parce que c'était un match, somme toute, équilibré. Mais voilà, comme on l'a dit, hein, c'était un match compliqué, où il y avait, dont partait quand même avec plusieurs handicaps. En plus, on a des handicaps qui se sont rajoutés au fil du match, puisque Dabedini est sorti sur blessure, puisque Koné, qui était rentré, a dû lui-même sortir sur blessure, puisque Léon Bergsma a quand même joué la plus grande partie du match avec apparemment un ménisque endommagé. Ouais, alors à la fin, Donc, c'était particulièrement visible. Ouais. voilà, donc au fait, on a eu beaucoup de coups du sort. On a eu aussi cette égalisation qui est clairement un but accidentel, hein. Enfin voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, une pelouse compliquée, un adversaire qui avait décidé de tout mettre sur le plan physique. Enfin voilà, c'était compliqué. C'était une bataille hachée, âpre. Et puis, si vous n'êtes pas une vraie au fait équipe, vous pouvez pas gagner ce genre de match. Parce que sinon, vous écroulez au fait aux premières adversités. Et puis, je pense honnêtement que le Xamax de l'année passée n'aurait jamais gagné ce match. Et si on a réussi à gagner ce match, c'est la preuve qu'on a quand même fait des petits pas au fait en avant par rapport à l'année passée. Et j'irais même encore plus loin, peut-être aux 5 années précédentes. Mm. Donc voilà. Donc je trouve en tout cas cette année, même si en termes de qualité de jeu, même si en termes de résultats, des fois c'est pas toujours flamboyant et qu'on a quand même des hauts et des bas, au moins on a un minimum d'esprit de corps et puis cette équipe a quand même de la ressource qui n'était pas le cas les années précédentes. Donc je pense qu'on peut clairement mettre ça en avant et c'est ça, moi, personnellement, que j'ai envie de mettre en avant. Totalement. Et puis, s'il y a un homme qui symbolise bien cet état d'esprit combatif et de guerrier que l'équipe a montré, et c'est, à mon avis, ce qui manquait les dernières saisons, et c'est pour ça que Xamax est reparti avec avec la qualification, c'est Romain Bayard, hein. Sans contestation possible, Osvaldo, l'homme du match côté Xamax. Oui, oui, bah on le loue je dirais, régulièrement maintenant ces dernières semaines. Il a pris une dimension supplémentaire au sein de ce groupe. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir des leaders comme lui dans cet effectif au vu finalement de ce que sont faites, enfin, des éléments qui composent nos saisons et des complications qu'on a. C'est rassurant malgré une infirmerie qui se remplit tellement toujours plus d'avoir des leaders qui restent et puis qui savent un petit peu augmenter leur importance par une attitude lorsqu'il manque peut-être de joueurs de qualité ou de leaders. Donc, totalement, totalement d'accord avec toi. Je Ouais. profite aussi de dire que, voilà, on a quand même un avantage à Xamax, c'est qu'à travers les générations, l'exercice des tirs au but, ça fait quelques années. Moi, je dois remonter à très longtemps pour me rappeler d'une défaite de Xamax au penalty, hein. Parce que c'est le cas de la finale l'année la finale de Coupe 2011. On passe 3 tours au tir au but. Le barrage contre Aro, on passe le match retour au tir au but. Là, on passe au tir au but. Oui, Il y a des clubs qui, dans leur histoire, et des équipes qui, dans leur histoire, ont des pourcentages de réussite dans cet exercice qui sont plus minces, surtout pour le niveau général. Donc, mm, voilà. totalement. Pour en terminer avec Romain Bayard, Varam, on va pas avoir peur des mots, hein. Mardi, à Nyon, le capitaine sur le terrain, c'était lui. Oui, oui, non, mais c'est clair, quoi. Il est remarquable. Et puis, c'était clairement un match pour lui. C'était un match de soldat, un match de guerrier. Et puis, dans ces conditions-là, il s'est royaumé. Et puis là, on a eu l'occasion aussi d'apprécier aussi sa qualité technique, puisque c'est pas juste un joueur qui a beaucoup de cœur, qui a un gros volume de récupération de balles, mais c'est aussi un joueur qui techniquement
et au fait au-dessus, même si c'est pas un joueur qui fait des choses spectaculaires, ce qu'il fait c'est toujours très propre. Il a fait deux trois remontées de balles en cassant des lignes avec deux trois dribbles, avec deux trois passes qui nous ont permis d'aérer aussi le jeu et puis de donner au fait un second souffle à notre jeu, chaque fois très très propre. Parce que il a quand même joué en Ligue 2, je crois aussi à Pau, et puis on voit qu'il a quand même touché, qu'il a quand même joué à 2-3 niveaux au fait au-dessus. Et dans ce genre de match où justement c'est la bataille, où c'est âpre, c'est vraiment un joueur super précieux. Et il nous a encore une fois sorti une grande masterclass. Voilà quoi. Mais voilà, moi je pense qu'il faut impérativement prolonger ce joueur parce qu'il est juste indispensable quoi. Mmh. Moi, je vais même un petit peu plus loin, j'aime bien aller plus loin. Moi, je donne le brassard demain matin à Romain Bayard. Il y a aucun souci pour moi, j'en fais le capitaine de l'équipe sans aucun problème. J'aurais aucun problème à défendre cette, cette opinion-là sur ce qu'il présente depuis le début de la saison. Voilà, on va Oui, conclure je valide. cette, oui, Je valide. tu valides, OK, bah, on est déjà 2. On va quand même, conclure avant de conclure cette rubrique, on va parler de la suite. Tu l'as mentionné avant Osvaldo, hein, ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu le printemps en coupe de Suisse, qu'on n'a pas vu les quarts de finale. On va quand même parler du tirage, même si on aura l'occasion d'en parler plus quand on briefera ce match, quand il viendra, début février. Neuchâtel-Xamax, alors c'est assuré un tirage au sort, certes, pas forcément populaire où on va pas forcément attirer énormément de monde à la Maladière, mais un tirage au sort qui est jouable, même si Yverdon partira quand même favori de ce match au vu de leur performance en championnat et de leur performance face à nous, mais on aura nos chances. On aura nos chances. Moi, j'étais au municipal mercredi pour le huitième de finale contre Lausanne. Voilà, Yverdon sort si on parle uniquement de la Coupe de Suisse, hein, ils sortent de deux matchs remportés contre des équipes romandes de Super League, mais à chaque fois en jouant au municipal, hein, que ce soit contre Servette ou contre Lausanne. Selon moi, ils ont quand même pas mal puisé d'énergie pour aller arracher la victoire au final dans l'ambiance qu'il y avait au stade municipal et qui encore mercredi, il n'était peut-être pas, on peut dire, c'était pas le Celtic Park, c'était pas Old Trafford, mais je veux dire, les supporters ont quand même grandement soutenu leur équipe. C'est une équipe qui enfin, constitue, enfin, en tout cas, connaît une certaine différence dans les résultats entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur cette saison. Ils n'ont pas gagné à Nyon, ils n'ont pas gagné à la Maladière, ils n'ont pas gagné à Vaduz comme personne n'a gagné, mais je pense que l'une des clés de ce match, on aura l'occasion d'en reparler, c'est vraiment dans l'ambiance qu'on mettra à la Maladière. Oui, c'est pas l'adversaire le plus populaire qu'on puisse avoir, mais que les Neuchâtelois comprennent que s'il y a une place en demi-finale en jeu et que c'est en étant derrière ces joueurs qu'on se donnera des chances supplémentaires de passer, selon moi. Oui, que les supporters le comprennent et j'espère que la direction, le comprendra aussi en faisant peut-être, voilà, un geste, populaire pour attirer vraiment le plus de monde possible pour venir soutenir l'équipe. On sait que des opérations stade plein, ça peut fonctionner, hein, sur des matchs comme ça donc voilà. On espère que, comment la direction aura aussi la volonté, de remplir le plus possible la Maladière. Anthony Breza le disait, hein, dans la fameuse interview de Blue Sport qu'on a analysée sur Twitch. Il voulait amener le plus de monde possible à la Maladière. Alors, ça passe par des résultats, des matchs importants, des matchs à enjeu. Et ce match-là en sera un de match à enjeu. Mais ça passe aussi par une volonté, quelque part, de la direction de vouloir aussi remplir le stade en proposant des prix attractifs pour ce match, voire des avantages pour les abonnés ou même les non-abonnés. Donc voilà, on lance un petit peu une bouteille à la mer à ce niveau-là. On espère, messieurs, je pense que tout autre score que moins de 6 000 personnes sera un échec pour un quart de finale de Coupe de Suisse contre un voisin. Moi, je m'attends à minimum 6 000 personnes à la Maladière. S'il y a moins de 6 000, on a raté quelque chose.
C'est certain, c'est certain. Non, non, il y a quelque chose vraiment à faire et puis je suis désolé de le dire, mais je vais pas manquer de respect aux équipes qui sont en quart de finale, mais je veux dire, cette année, il y a une vraie possibilité de faire un parcours en coupe et puis de voir encore plus loin que ce quart de finale. Parce que quand on voit les tirages au sort des autres matchs, quand on voit que le Stade Lausanne joue contre Lucerne, quand on voit que Saint-Gall va jouer Bâle, donc ça va faire une Super League en moins. Quand on va voir que Sion va jouer Getse, donc ça va faire encore une Super League en moins en demi-finale. Les gars, si on se met pas à rêver maintenant, s'il n'y a pas c'est un peu de rêve maintenant pour aller notamment en demi, voire en finale de cette coupe, quand est-ce qu'on y retourne, quoi? Je veux dire, il faut vraiment. Je suis pas du tout en train de sous-estimer Yverdon là-dessus, mais on a eu un tirage jusqu'ici qui nous a bien dégagé le passage, puisqu'on n'a toujours pas affronté l'équipe de Super League. Et si on passe, on n'en aura toujours pas affronté, on sera en demi-finale. Il faut en tirer profit absolument. Tant au niveau de la présence qu'on aura au stade ce jour-là que sur le terrain, les joueurs, les gars, enfin, surtout encore plus avec la position qu'on a maintenant au championnat, j'ai envie de vous dire. Totalement. Ce match serait dans 2 mois, il peut encore se passer beaucoup de choses, du côté xamaxien comme du côté, yverdonois. Donc voilà, mais on va dire ce qui est dit pour Xamax l'est aussi pour Yverdon, hein, une opportunité quand même unique de se rendre en demi-finale de la coupe nationale. Voilà, messieurs, on a terminé avec ce match, on va passer au suivant. Après le glamour et les paillettes de la coupe de Suisse, retour à la réalité du championnat. Alors quelle réalité, avec, je pense, le pire menu qu'on pouvait avoir, pour une semaine anglaise après un match de coupe éprouvant terminé au tir au but. Un déplacement au Rheinparkstadion à Vaduz, chez le leader qui avait gagné ses 7 premiers matchs de championnat, avec une infirmerie au moins aussi remplie qu'avant le match contre Nyon. Voilà, déjà la semaine passée, avant tout le dénouement du match de coupe, résultats, blessures et tout ça, on n'était déjà pas très optimiste. Mais là, pour ce match, messieurs, bah déjà avant le match, on se disait, mais qui Anthony Breza va-t-il bien pouvoir aligner pour ce match, messieurs? Ouais, C'est bah ça. c'était presque un bulletin de guerre, quoi. Donc c'était compliqué, d'autant plus que Bayard était suspendu et qu'il y a eu une défection de dernière minute puisque Fabio Saiz était annoncé malade. Donc effectivement, de composer à 11, c'était compliqué. Et sur le banc, nous avions 5 joueurs, je crois, dont 4 de champ, si je dis pas des bêtises. Donc, Ouais, ouais, le match s'annonçait vraiment ardu avec aussi un niveau de difficulté plus que relevé. oui, effectivement. Et puis voilà, du coup, il y a eu, on va dire, 2 conséquences majeures, dans les choix d'Anthony Breza. Le premier était humain, avec la première titularisation de, Gonzalo Sacramento. Et puis la deuxième, pour ton plus grand bonheur, Varam, c'était le passage à une défense à 3. Ouais, alors effectivement, malheureusement, on a dû revoir cette horrible défense à 3, d'ailleurs, ou plutôt à 5. Voilà, donc choix que je trouve discutable. Même si on était face quand même à une hécatombe d'absence. Je vous avoue que moi, de base, je ne suis pas du tout fan de cette défense à 5, mais que ça soit pour n'importe qui. Et puis, c'est vrai que moi, je suis pas du tout client de mettre des ailiers pistons. Je trouve que c'est vraiment limiter le champ des actions d'un ailier. Et puis surtout Noah Strait, qui avait beaucoup joué jusqu'à présent et qui s'est blessé justement en posant mal le pied. Et je pense que c'est une blessure de fatigue. Et j'ai trouvé le choix un peu téméraire, voire kamikaze, de faire jouer un ailier fatigué piston. Et je pense que là, pour le coup, Noah Strait a payé le prix de ce choix tactique. Et puis, il y a encore une chose que je voudrais ajouter avec la défense à 5.
Le gros problème, c'est que c'est un schéma de jeu qui est vraiment énergivore, bah déjà pour les pistons, mais qui est aussi énergivore pour les milieux. Et que, alors, je comprends qu'il y ait eu une cascade de blessures, je comprends que le plan de jeu allait être de défendre, mais le problème avec ces défenses à 5, c'est que c'est vraiment énergivore. C'est un schéma de jeu qui demande beaucoup d'intensité et sachant qu'on était déjà assez fatigué, moi personnellement j'aurais opté pour une défense à 4 parce que je trouve qu'à 4 on couvre beaucoup mieux, on est beaucoup plus équilibré et je pense qu'on dose aussi beaucoup mieux les forces et je pense qu'on aurait eu besoin d'avoir une défense à 4. Notamment j'aurais mis Reinhardt, le jeune Reinhardt latéral droit, pour justement avoir un schéma de jeu beaucoup moins énergivore. Oui. Donc, ben voilà, le résultat, tout le monde le connaît, hein, c'est une défaite rageante, on va dire, au vu du moment où elle arrive, avec ce but pris dans le temps additionnel. Donc, les réactions de nos internautes, ben, de nos auditeurs, pardon. On a Thomas, pas notre Thomas, qui nous dit déçu comme d'habitude. Grégoire M qui nous dit plus rien à espérer pour le championnat, la honte. Eliano qui nous dit dommage mais logique vu le match. Andy qui nous dit dommage. Olivier, défaite cruelle si proche du but. Et puis il fait mention de Sidibé avec le smiley qui transpire. Et Béatrice qui nous dit malgré le résultat, c'était un très bon match avec effectif réduit. Omer Agic en très grande forme. Alors, c'est effectivement rageant, messieurs, toujours rageant de concéder une défaite dans le temps additionnel comme ça, après avoir résisté tout le match. Mais quand on regarde les statistiques du match, 26 tirs à 4 pour Vaduz, 11 tirs cadrés à 0, 9 corners à 2, 73% de possession de balle contre 27 pour nous. Les duels gagnés 51-37, 648 passes à 243. Disons que si Vaduz avait marqué à la 22e et avait gagné ce match 1-0, on n'aurait rien dit. La victoire des Liechtensteinois, messieurs, elle est, Osvaldo, on va commencer par toi, elle est totalement méritée. Complètement, ouais. Je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, je veux dire, Vaduz a clairement profité de son état de forme, de son état de repos et de fraîcheur, puisqu'ils n'ont pas joué en semaine par rapport à nous, du niveau de confiance qu'ils affichent depuis le début de la saison. Et puis, il y a beaucoup d'éléments qui ont joué en fait en leur faveur. Je veux dire, moi, ce genre de match, déjà que si on n'avait pas eu une semaine anglaise dans les jambes, déjà qu'il aurait été particulièrement compliqué à gérer. Mais en plus de ça, avec la semaine qu'on venait de vivre, avec cette qualification en coupe qui a mangé beaucoup d'énergie, et ben voilà, moi je me faisais pas beaucoup d'illusions en prenant la route du Liechtenstein vendredi soir. Non, effectivement. Et puis, comme l'a souligné Béatrice Faram, eh bien, Edin Omeragic, on a critiqué son jeu au pied sur l'égalisation lyonnaise. Osvaldo soulignait ses qualités sur la ligne. Et ben là, il a pu se mettre en évidence. Il a réalisé une performance vraiment exceptionnelle, hein, ce soir-là, vraiment. Malgré le but pris et la défaite, mais il a été exceptionnel. Oui, 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 non, non, alors il en a sorti 3-4 vraiment magnifiques. Après, paradoxalement, c'est peut-être ce genre de match pour les gardiens, c'est peut-être les plus agréables. Ça peut sembler paradoxal, mais quand vous savez que vous allez devoir défendre et que l'équipe en face joue une attaque à outrance, bah, vous êtes systématiquement sur le qui-vive, vous êtes prêt, au fait, vous avez un niveau de concentration super élevé. Et puis voilà, il a fait un super match. Et puis ben, c'est la preuve que c'est un bon gardien, mais qui parfois, on va dire, a des sauts de concentration. Mais ça, à mon avis, pour lui, c'était le match idéal parce que ça, c'est le genre de match où tu peux pas te permettre d'avoir 5 secondes, un petit blackout. Donc voilà, ça a été un match plein pour lui. Il nous a tenu dans le match longtemps. Il a longtemps retardé l'échéance avec des parades, notamment je me rappelle une sur une tête piquée assez proche en deuxième mi-temps, si je dis pas des bêtises, magnifique. Donc oui, il faut le dire, il a fait un gros match, ouais.
Ouais, déjà en première mi-temps, pléthore d'actions, un coup franc de Schwitzer, une frappe, à bout portant et puis surtout Osvaldo, une occasion incroyable à la 25e minute. Liechtensteinois doivent encore se demander comment ils n'ont pas marqué sur cette action avec 4 sauvetages, hein, 3 fois Aïroulaou, plus la barre transversale qui viennent au secours de la défense neuchâteloise. Celle-là, elle doit finir au fond matin, midi et soir. Oui, oui, bah, c'est là qu'on se dit que peut-être que le ciel et que les dieux sont avec nous de manière encore prolongée par rapport à Nyon et par rapport à une action similaire qu'on a pu vivre à Colombey mardi. Non, on va quand être clair, c'est le genre d'occasion qui 9 fois sur 10 finit au fond, hein. On n'a pas tourné autour du pot. Donc oui, on avait un Meragic en grande forme et puis on avait l'impression d'avoir aussi la baraka nécessaire pour venir chercher ce point que je pense qu'était le maximum qu'on pouvait espérer avant ce match. Ouais. Sur cette action, Aïroulaou, Varane, il est juste exceptionnel. C'est déjà quand un défenseur central fait un sauvetage sur la ligne, c'est déjà dans un match, c'est déjà exceptionnel. Quand il en fait plusieurs, c'est encore plus exceptionnel, mais quand il en fait 3 sur la même action de jeu, c'est quand même extrêmement rare de voir ça, hein. Oui, alors je sais pas s'il a serré la main de Paolo Maldini avant le match, mais, effectivement, là, il a fait trois exploits en l'espace de 30 secondes. C'est vraiment une action digne du foot en folie pour les plus vieux. Donc non, non, il a fait trois interventions vraiment exceptionnelles. Et puis, il faut aussi souligner, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé à Xamax, il y a maintenant un an et demi, on s'attendait quand même à beaucoup mieux de sa part, mais il faut souligner quand même que ça fait deux trois matchs que on le disait aussi entre nous que il monte en puissance. Ça fait deux trois matchs qu'on le voit beaucoup plus décidé, qu'on le voit gagner certains duels que d'auparavant en fait il perdait. Et puis ça fait plaisir pour lui quoi, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ses prestations nous avaient un peu laissé un goût d'inachevé dans la bouche. Et là, vraiment, ça fait trois matchs que on sent qu'il monte gentiment en fait en puissance. Et si Bergsma devait rester éloigné des pelouses pour en tout cas 3 mois, je pense que là, il a vraiment une opportunité de démontrer ce qu'il vaut. Et espérons pour lui que il continue parce que il est clairement, il est sur une pente ascendante là, clairement. Ouais, ouais, effectivement. Dans les arrêts de jeu, encore un face-à-face entre Schwitzer sur coup franc et Omer Agic. À nouveau, le gardien xamaxien va la chercher dans la lucarne. Celle-là, arrêt magnifique. 0-0 à la mi-temps, salaire maximum pour Xamax, on va dire, parce que de l'autre côté, on s'est quasi rien, enfin, on s'est rien procuré en première mi-temps, pas plus qu'en deuxième d'ailleurs, mais je veux dire, on n'a pas eu l'ombre d'une chance de marquer un but, hein, en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, il y a effectivement cette action. De nouveau, ça vient du pied de Dominique Schwitzer, coup franc, et c'est Gasser. Et là aussi, Varane, ça doit faire but matin, midi et soir, normalement. L'attaquant fait rien de faux, hein, c'est Omer Agic qui va la chercher, quoi, tout simplement, hein. Non, clairement, clairement, bah voilà, c'était un match où il était, comme on l'a dit, inspiré, concentré, parce qu'on sait que ça peut être son talon d'Achille. Des fois, il a des petits blackouts, mais là, il a été parfait. Puis enfin, là, il nous a clairement montré que techniquement, c'est un excellent gardien. Et on l'a dit plusieurs fois, si c'est un gardien qui arrive mentalement à faire ce step supplémentaire, c'est un gardien qui pourrait clairement jouer, je pense, en Super League. Mais parfois, bah, comme on l'a vu en Coupe à Nyon, bah, des fois il a des petits blackouts, il alterne justement des parades extraordinaires, comme on l'a vu contre Vaduz, à quand même certaines boulettes qui nous a quand même habitués certaines fois. Donc voilà, donc, on sait que c'est un excellent gardien qui est vraiment sur la ligne capable de sortir des parades assez hallucinantes, mais parfois aussi, il peut aussi des fois se prendre les pieds dans le tapis. Donc voilà, mais heureusement pour nous, c'était quand vendredi soir ou samedi soir, maintenant la mémoire fuit, c'était Vendredi. 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 Voilà, ouais, donc non, non, il a été monstrueux et je pense que il y a deux, trois parades qu'il a faites méritent d'être dans le top arrêt de l'année, clairement. Clairement, hein, celle de la 87e sur une frappe de Hasler, Osvaldo, elle est pas mal non plus, hein, celle-là.
Oui, 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 non, mais bon, je veux dire, il nous a offert une masterclass sur ce match. La frappe est lourde, elle est puissante. Elle vient de 30 mètres, c'est pas facile. Je veux dire, il arrive à avoir une main très très ferme pour la sortir. Et c'est vrai que ben on se dit quand on déplace, enfin, quand on franchit le temps additionnel, on se dit ben le miracle quelque part va avoir lieu et on va ramener un point de Vaduz et on va ramener un clean sheet de Vaduz puisqu'on était à 0-0. Ouais, et puis, ben, voilà, Vaduz, a prouvé ils étaient pas là du tout par hasard et voilà, le finish à nouveau, on le dit à nouveau parce qu'ils sont coutumiers du fait, hein, quand même, on va pas l'oublier, tout récemment, heu, donc ils ont, à Nyon non, à Nyon, ils ont pas marqué, dans les dernières minutes, mais ils ont gagné à Yverdon, au finish. Et puis, enfin voilà, c'est vraiment pas la il me semble qu'à Bellinzone aussi, hein, ils marquent, dans les, ouais, c'est ça, à Bellinzone, ils avaient ma dans la journée avant, ils avaient aussi marqué, dans les temps additionnels, un tout petit peu plus tôt, hein, cette fois dans le temps additionnel. Mais, voilà, ils montrent que, leur réputation de finisseur n'est pas du tout usurpée. Et sur la dernière action du match, voilà, c'était l'action de trop, la défense un tout petit peu fatiguée, on se bat un peu moins sur le ballon. Il y a un joueur voilà, qui est plus prompt et puis alors s'il tombe à la 30e ce but, ben, il a pas le même goût Varane, mais là sur les quasi dernières actions du match, ça a un goût amer et puis, on a quand même une pensée pour Omer Agic à ce moment-là qui a tout sorti et puis là, bah, il peut absolument rien. Non, bah là, il peut absolument rien, d'autant plus que l'attaquant a quand même un espèce de rebond favorable dans une espèce de dernière mêlée désespérée. Et puis là, bah voilà, il envoie la mine sous la latte. Domeragic ne peut rien faire. Cruel pour Xamax, mais mérité pour Vaduz qui, quand même, aurait dû marquer avant. Mais c'est vrai que c'est assez rageant de plier sur la dernière action. Mais par rapport à ça, moi j'aurais voulu ajouter une petite parenthèse, un petit alinéa par rapport à un changement que j'ai pas trouvé super heureux et j'ai pas compris le timing du changement. C'est le changement d'Autier vers la 50e ou la 55e, qui est notre seul attaquant valide. Et puis j'ai trouvé que de le faire sortir à ce moment-là, c'est beaucoup trop tôt. En plus, Autier apparemment n'a pas tellement apprécié le changement. J'ai vu qu'il a fait une drôle de tête. Et puis, bah, effectivement, moi, je comprends très bien que c'est un match de souffrance, qu'on joue contre l'équipe la plus en forme, que 3 jours avant, on a livré une bataille en coupe, qu'on a une infirmerie qui déborde, et on a des malades, et on a des blessés, et on a des suspendus. Mais par contre, de sortir Rottier, si tu le sors à la 70e ou à la 80e, je comprends. Parce que si tu sors le seul attaquant nominal que tu as, bah, tu envoies en fait le message à l'équipe, c'est Morgarten à outrance. Mais de le faire à la 50e, voire la 55e, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Et je pense que si on avait laissé Autier 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes de plus, on se serait peut-être évité un trop grand Morgarten. Parce que je trouve que là, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment été surpris de ce changement. Je m'attendais à ce genre de changement, mais beaucoup plus tard dans le match. Et là, je pense que peut-être un excès de prudence parce que déjà qu'on souffrait de base, mais le fait d'avoir sorti Wotier, on a vraiment reculé encore de 20-30 mètres. Et j'avoue que je suis pas sûr que ce changement ait au fait aidé l'équipe. Et je suis pas sûr que ça aille d'envoyer un signal positif à l'équipe. Non, disons qu'on ne s'est pas donné les chances de réaliser le hold-up parfait. Si on avait marqué un but et qu'on avait gagné ce match, Osvaldo, ça aurait été le hold-up parfait. Mais un choix tactique comme ça nous prive quasiment de cette hypothèse. C'est même pas on pouvait pas dire on allait le faire et tout, mais voilà, on se donne aucune chance sans attaquant nominatif sur le terrain comme ça tôt dans le match. C'était avec une domination à outrance de l'adversaire. C'était impossible d'espérer mieux que ce 0-0 et c'est un peu dommage quand même.
Très clairement. Je pense que il faut savoir aussi, quand tu es décimé, il faut savoir aussi, OK, une chose c'est de défendre, une chose c'est de subir le jeu, mais il faut savoir subir intelligemment et surtout il faut savoir subir tout en gardant, en tout cas le minimum d'armes qu'il te faut pour pouvoir sortir le ballon de temps en temps, respirer, voire placer des contres et c'est vrai qu'avec la sortie d'Ottier Mmh. aussitôt dans le match, compliqué de rester dangereux. Ouais, C'est clairement, c'est le message, c'est clairement, bah, on agite le drapeau blanc et venez quoi. c'est ça. La moralité de ce match, messieurs, j'ai envie de dire, pour pouvoir gagner un match, il ne faut pas avoir peur de le perdre. Exactement. Donc voilà. Alors, pour terminer, ce débriefing, messieurs, on va quand même ouvrir un petit chapitre, de la gestion des jeunes joueurs. Anthony Breza, en interview, voilà, a quand même, imputé pratiquement plus, j'ai envie de dire, la défaite au fait que l'équipe était jeune, plus que la cascade des absences. En fait, l'un a entraîné l'autre, hein. Il a dû aligner des jeunes joueurs parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Et puis, c'est un discours quand même qui revient, hein, régulièrement, surtout depuis le début de cette saison, mais il l'avait déjà un petit peu, sur le 2e tour quand il a pris son poste, en janvier, enfin il l'a pris en décembre, mais depuis la reprise du championnat en janvier, hein. Anthony Breza qui, dit régulièrement: «Je fais jouer les jeunes, j'intègre, les jeunes». Et puis, avec l'aide d'un membre de Xamax Forum, Djamini, c'est son pseudo, il se reconnaîtra, tout le monde le connaît sur ce forum pour ses excellentes compétences et sa persévérance à nous fournir des statistiques. Et je lui ai demandé de nous fournir une petite statistique de la moyenne d'âge du 11 de base de Xamax depuis le début de cette saison. Et puis, alors, ce match contre Vaduz, c'était effectivement très largement la moyenne d'âge la plus basse depuis le début du championnat, avec 23,2 jusqu'à ce stade. La moyenne la plus basse enregistrée, c'était le premier match de l'année avec la réception du stade lyonnais. Mais voilà, ce discours, il commence un peu à nous inquiéter, messieurs. J'utiliserais encore un verbe un peu plus accentué. Non, c'est que non, mais il nous pose question et c'est vrai que oui, oui, c'est Parce que, bien, tu fais jouer avant les avant jeunes. que ouais, je vais quand même donner le chiffre. La moyenne d'âge de Neuchâtel Xamax, du 11 de base sur tous les matchs depuis le début de la saison. Il n'y a pas encore celui de la 14e journée, hein, contre le Slow, puisque ça sera notre prochain match à rattraper. C'est 25,7. Voilà. Je vous laisse C'est pas si méditer, jeune que ce ça. chiffre. Non, mais enfin, alors oui, il y a plus vieux, il y a plus vieux comme moyenne d'âge, il y a toujours plus vieux, mais franchement, enfin, c'est pas si jeune que ça pour dire en gros, je fais jouer les jeunes et pouvoir se targuer de dire que tu prépares l'avenir, quoi. C'est, et on sait très bien, alors on demandait pas non plus, une moyenne d'âge de 18 ans pour pouvoir dire je fais jouer les jeunes, mais il faut pas non plus partir dans les excès. Puis surtout que ces jeunes-là, enfin oui, il les fait jouer, mais il les fait jouer dans un état pour moi d'urgence maximale, quoi. C'est qu'il y a un mois, quand l'équipe tourne encore assez bien et qu'on n'a pas tous ces blessés, bah on n'y voit pas le terrain, hein. Ils ne voient pas le terrain. Je veux dire, pour moi, c'est un Alpim Azemi, il aurait dû commencer un match titulaire il y a déjà 4 à 6 semaines facilement. Facilement. Oui, 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 effectivement. Francesco Lentini, aucune titularisation depuis le début de la saison. Altin Azemi, ses seules titularisations ont été, en coupe. Et finalement, Varane, le seul joueur, jeune joueur, on va dire 21 ans ou moins, qui obtient des titularisations régulières, c'est Noah Streit. Donc, à Xamcast, on est assez d'accord en fait que non, Anthony Breza actuellement n'intègre pas suffisamment les jeunes, dans, dans le développement de cette équipe.
Mais absolument et puis je crois que les chiffres ne mentent pas. Moi, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un argument, tarte à la crème comme j'aime bien dire puisque, les chiffres sont sous les yeux. Ça fait un moment qu'on en parle entre nous, en mode off, qu'on en parle et puis là, ben, le coach en parle donc ça nous permet, ben, de d'ouvrir ce débat-là. Mais clairement, le seul jeune qui joue avec régularité, donc jeune qui veut dire d'âge, mais aussi d'expérience dans cette ligue, c'est Noah Streit, qui a 19 ans et qui, Il a eu 20 ans, l'année ouais, pendant passée, jouait. le. Voilà, ouais. Et qui, l'année passée, jouait en Promotion League avec les M21 de Bâle, mais sinon, ce sont souvent des joueurs expérimentés parce que même un Jesse Autier qui a 22 ans, il en est quand même déjà à sa troisième ou quatrième saison pleine de Challenge League. Donc pour ma part, alors oui, il n'est pas vieux, mais c'est pas non plus le petit jeunet tombé du nid, quoi. Donc voilà. Et puis c'est vrai que moi personnellement, ça me dérange un petit peu d'avancer cet argument qui déjà est un argument qui est faux. Déjà de un, et puis de deux, je trouve que c'est un peu chargé de responsabilité ces pauvres jeunes qui n'ont rien demandé, puisque quand on dit oui, on a perdu parce qu'on fait jouer les jeunes, ce que je veux dire, un jeune, quand il entend ça, personnellement, moi je ne serais pas bien en fait à leur place, parce que ben, inconsciemment, on se dit, ah, mais le coach nous fait jouer, c'est pour ça qu'on perd. Donc en fait, je pense que c'est le bon moyen pour un peu castrer les jeunes et puis leur couper l'herbe sous les pieds. Et je trouve que c'est une communication qui est maladroite. Et je pense qu'il y a d'autres arguments qui sont beaucoup plus, à mon avis, sérieux à mettre en avant pour expliquer la défaite la Vaduz. Moi, personnellement, un entraîneur qui dit on a dû jouer dans mode urgence, c'est un véritable bulletin de guerre, on a joué la coupe 3 jours avant. Ça, à la limite, ça me va. Mais de commencer à dire qu'on a dû faire jouer les jeunes, non. Non, ça pour moi c'est pas du tout un argument et en plus c'est pas un bon argument. Qui plus est, Mm. parce que comme tu l'as bien dit, Lentini qui est un jeune quand même qui a montré quand même des choses intéressantes, on le voit vraiment jouer au compte-gouttes. Altin Azemi, les rares fois où c'est qu'il a le droit d'avoir son petit quart d'heure, il montre des belles choses. Et puis en championnat, on l'a toujours pas vu titulaire. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses quand même qui posent question. Et puis concernant le match de Vaduz, hormis Sacramento qui a fait son baptême du feu, je crois, où il a peut-être joué quelques minutes avant, mais c'était presque son baptême du feu, mais c'était un choix en fait obligé. Puisque hormis Caraco et lui, on n'avait plus de milieux centraux, donc c'était un choix par défaut. Et puis après, Reinhardt est rentré, mais c'était aussi un choix par défaut. Donc jusqu'à maintenant, Anthony Breza a fait jouer les jeunes de Xamax de 1 au compte-gouttes de manière très sporadique. Et deuxièmement, il les a fait jouer surtout dans des cas d'extrême urgence. Donc c'est vrai que cet argument-là, pour moi, il tient pas la route. Ouais, et pour un club qui globalement dit vouloir faire monter les jeunes, avec un coach qui dit vouloir compter sur les jeunes et les aider à se développer, on en attend plus. On en attend plus que des paroles en avant et en après-match, parce que là, les chiffres, c'est uniquement sur le 11 de base, mais si on va gratter un petit peu le temps de jeu de manière générale des jeunes, tu l'as dit, Varane, il est famélique, en fait. Donc, je veux bien que, un entraîneur, il doit avoir tous les joueurs à l'entraînement et puis il titularise les joueurs qui le méritent. Mais un jeune, ça se gère pas de la même manière qu'un joueur confirmé. Un jeune, on lui donne de la confiance, on lui donne du temps de jeu. Et si à l'entraînement, ça suffit pas, eh bien, on lui dit, à l'entraînement, ça suffit pas, tu dois donner plus, tu dois changer l'attitude, tu dois changer ci, tu dois changer ça pour avoir du temps de jeu. Un jeune, ça s'encadre, ça se cadre, ça s'encadre, ça s'accompagne peut-être encore plus qu'un professionnel déjà confirmé. Toute cette préparation mentale. Un jeune joueur comme Azemi, certes, mais aussi un joueur de 18-19 ans, ils sont pas encore complètement professionnels. Ils ont signé un contrat pro, certes, mais dans l'attitude, ils ont encore énormément de choses à apprendre. Et c'est
à l'entraînement, c'est dans la préparation mentale, mais c'est aussi dans les mettant dans des scénarios de jeu dans lesquels ils vont apprendre des choses, des matchs tendus, des matchs difficiles. Mais effectivement, nous, on appelle souvent à des titularisations d'Azemi. Alors, il ne doit pas être titulaire à tous les matchs. Il n'est pas forcément toujours, tout le temps meilleur que les titulaires, mais on attend à ce qu'il fasse partie quand même de la rotation de manière beaucoup plus régulière, ou alors qu'on identifie un plus ses qualités et qu'on joue entre guillemets plus avec ses qualités techniques sur des défenses fatiguées. Ou voilà, on a l'impression que l'intégration des jeunes, c'est juste des paroles qu'on peut lire ou écouter dans la presse écrite et audio, mais qu'au final, quand on analyse un petit peu plus, quand on se penche un petit peu plus sur les chiffres, sur les statistiques, sur l'attitude des joueurs et tout, eh bien, il y a un énorme décalage. Et pour nous, c'est problématique. Alors bon, bah là, le mode d'urgence, on va y venir après dans les briefings. Il va probablement se prolonger jusqu'à la fin de l'année civile. Et ensuite, on va récupérer un petit peu de monde pour la reprise au mois de janvier. Mais à partir de janvier, de la reprise, j'attends vraiment à ce que des jeunes comme Azemi, Lentini en tête d'affiche. Noastra était d'aimer aussi, hein, mais ils sont déjà plus intégrés. Mais qu'un joueur comme Sacramento et Reinhardt soit plus intégré dans la rotation plutôt qu'être pris comme une solution de rechange, enfin, quand les autres sont pas du tout disponibles. Et puis qu'au final, encore pire, comme tu disais, Varam, on impute l'argument, même si on ne dit pas c'est de la faute de tel ou tel joueur, mais quand on dit ça, ben, on leur impute quand même indirectement la faute. C'est juste, c'est pas OK. Pour moi, c'est pas OK et c'est pas OK venant de la part d'un coach qui se dit formateur. Mais pour moi, il l'est pas tant que ça, actuellement, mais voilà. Ça, c'est peut-être encore un autre débat, un peu plus, complet. On pourrait y consacrer un épisode. Mais, messieurs, ça nous a quand même fait tiquer un peu, hein, de lire et d'entendre tout ça à l'issue de ce match pour les jeunes qui ont tout donné vraiment et à nouveau, l'attitude des joueurs, elle a été impeccable de la première à la dernière minute. On peut rien leur reprocher, messieurs, à ce niveau-là. Non, c'est clair. Je veux dire, puis voilà, quoi. Moi, plus que me mettre le moral en bas, je veux dire, moi, si je suis le jeune et si je suis à la place du jeune et que j'entends ce genre de choses de la part de mon coach, en sachant que je suis début décembre, enfin, je demande à mon agent d'accélérer les discussions pour éventuellement changer d'équipe, quoi. Je vais pas beaucoup plus loin. Si il est là pour, en gros, me reverser la faute dessus, Mmh. Là où il y a moi, pas de raison. c'est là où il y a pas de raison. Moi, c'est vraiment quelque chose, avec le temps, les modes de fonctionnement et les manières de faire de notre coach, Mmh. je finirai pas la phrase. Mais voilà, vous m'avez compris, quoi. Non, non, mais c'est clair que voilà, c'est quelque chose on n'aimerait pas voir, quoi. Et moi, j'ai toujours en tête finalement, alors Anthony Breza n'était pas là, mais c'était déjà le Xamax de Jeff Collet. J'ai quand même toujours en travers la gestion de Ange Dakouri, hein, messieurs, quand même, et ça nous fait furieusement penser à ça. Mhm. Un joueur qui Ouais. arrive, qui est prometteur et puis, on lui donne un peu de temps de jeu, il fait une erreur, alors certes oui, qui est grande, qui a des conséquences, mais voilà, c'est un jeune joueur et puis on lui est tombé dessus et puis il a plus revu le terrain derrière et puis ensuite, ben, voilà, logiquement il a quitté Xamax et puis on l'a pas vu plus haut que la Promotion League après ça, quoi. Donc, on a un peu des craintes que, voilà, que des discours de ce type-là amènent à finalement, comme tu disais Osvaldo, des joueurs à aller voir ailleurs et puis à jamais percer alors qu'il y a peut-être un talent certain pour évoluer dans le foot professionnel. Donc voilà, c'était un petit peu notre carton rouge, on va dire, de ce soir par rapport au discours qui, après, on va pas se mentir non plus. Anthony Breza avait beaucoup de circonstances atténuantes pour faire son 11 de départ. Il n'avait pas beaucoup de choix. C'est pas le choix d'avoir fait jouer les jeunes qui finalement
contre lequel on se montre assez critique. C'est ce qu'il en dit derrière, finalement, dans l'interview d'après-match. Et probablement que si on avait tenu le 0-0, il aurait eu un tout autre discours. Donc, voilà, c'est plus ça qui est un petit peu problématique pour nous. Et puis, on va terminer ce débriefing en soulignant quand même le grand 8, le double grand 8 hein, pour Vaduz. Huitième victoire consécutive, huitième victoire consécutive à domicile. Les Liechtensteinois, eux, ils doivent pas être contents de voir la trêve arriver. Ça va peut-être un peu leur couper leur trend. C'est assez rare hein, quand même en Challenge League de voir une équipe gagner 8 matchs de suite. C'est certain que c'est pas si fréquent que cela, c'est sûr. Mm. Pas à ce niveau. Donc voilà, les joueurs du Liechtenstein voilà, se positionnent bien pour au minimum jouer les barrages. Voilà, messieurs, on passe à la rubrique suivante. Nouvelle semaine anglaise pour Neuchâtel Xamax et cette fois-ci deux matchs de championnat au programme. Le premier, ça sera, il faut que je revoie mes classiques, ça sera mercredi 10 décembre du côté de la Pontaise, le fameux déplacement de la Pontaise au mois de décembre du coup. Match qui avait été reporté il y a quelques journées en arrière avec un déplacement pour y jouer contre le stade Lausanne-Ouchy. Bon, ce match, messieurs, on ne le sent pas forcément beaucoup mieux que celui de Vaduz. C'est assez court, mais Ouais, Ouais. ça te l'énerve. Non, mais ça va être compliqué parce que ben on n'a pas beaucoup de récupération entre les matchs. On a un effectif qui commence à réduire comme peau de chagrin. Et puis on va jouer contre une équipe en plus qui est quand même assez physique. Alors oui, eux aussi ils ont eu les doubles semaines anglaises, mais ça va de nouveau être un combat physique parce que le Slow est quand même une équipe qui a des beaux gabarits. Notamment leurs deux ailiers. Ils ont aussi au milieu, ils ont deux, trois beaux bébés, donc ça va être compliqué. Et puis il va falloir essayer bah, de jouer au foot. Et puis bah, surtout, il va vraiment falloir que l'hémorragie des absents s'arrête parce que à ce rythme-là, si ça continue, il va falloir qu'on joue avec les U19, quoi, parce que ça commence à devenir vraiment inquiétant. Donc voilà, c'est un paramètre sur lequel le staff devra avoir un œil particulier sur cette situation-là parce que on peut plus se permettre de perdre encore des joueurs parce que bah, à ce rythme-là, on va avoir une équipe, on va avoir un 11 blessé quoi ou absent. Donc il va vraiment falloir limiter la casse sur ces trois derniers matchs. Et dans notre cas, je dirais que la trêve arrive au bon moment. ouais, elle arrive presque une semaine trop tard quand même, mais, mais c'est vrai que non, Osvaldo, ce match contre le stade de Zanouchi, d'un point de vue résultat, personnellement, moi, j'en attends rien. Et on attend juste qu'il n'y ait pas de nouveaux blessés à l'issue de ce match, quoi. Ça, c'est clair. Je crois que j'attends effectivement, j'espère ne pas ressortir de la pontaise avec un rhume qui me clouera au lit 3 semaines parce qu'il va faire, voilà, il va faire froid. Non, mais au-delà de la vanne, c'est vrai que ça va être compliqué, hein, mercredi, d'enchaîner encore face à une équipe qui est en confiance, qui elle Ouais, aussi est en quart de finale de relative, la hein, ils ont coupe. quand même perdu leur dernier match à domicile, mais Ouais, mais oui, non, confiance peut-être pas, mais c'est une équipe qui garde des armes pour nous déranger fortement. D'ailleurs, ils nous avaient complètement annihilés à la Maladière au match aller. Donc, non, c'est clair que aller là-bas, aller sur ce terrain-là, au vu de nos absences actuelles, c'est pas le plus grand cadeau qu'on puisse nous faire. non, 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 effectivement, mais d'un point de vue comptable, c'est quand même un match qui est important, hein. Un point sépare les deux équipes, donc c'est clair que le gagnant sera devant le perdant au classement à l'issue de ce match. Et puis, on peut quand même pas s'empêcher de voir le classement d'un coin de l'œil. Et ben, Rapperswil, sixième, n'est plus qu'à 2 points. Donc, le Stade Lyonnais n'est qu'à 4 points derrière. Ensuite, Carouge, il y a un petit écart.
Mais le coup d'œil au classement permet de nous montrer qu'on est beaucoup plus proche de nos adversaires en dessous qu'au-dessus de nous au classement, hein. Yverdon est à 9 points de au-dessus de nous. Haro et Vaduz, on n'en parle même pas, hein, c'est déjà 18 points, 15 points si on gagne ce match en retard. Donc oui, mine de rien, on a un petit matelas, mais enfin voilà, on a encore 3 matchs à jouer, suivant comment les choses se passent. On pourrait arriver à la trêve en étant 6e, voire 7e du classement, suivant les résultats du Stade Lyonnais également. Donc, voilà, c'est des matchs qui sont quand même, c'est des matchs qui sont quand même importants. Donc voilà, du côté de Lausanne, sur une pelouse qui sera pas en très bon état, contre une équipe qui va jouer extrêmement physique, avec une infirmerie pleine. Du côté de Xamax, on attend vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose de ce match. D'autant plus que on se rappelle du déroulement du match aller. On espère qu'on n'aura pas le même match, mais les stadistes nous avaient littéralement dansé sur le ventre, Varam. Oui, alors effectivement, je pense que c'est le match où on a le plus galéré. On avait clairement pas vu le puck. On a eu énormément de mal contre le slow qui avait intelligemment varié jeu long, jeu court pour systématiquement trouver leurs deux ailiers, le grand bas et puis l'autre ailier dont je me rappelle plus le nom, mais qui était aussi un beau bébé Gomel. physique, technique. Voilà, ouais. Et percutant. Et puis c'est vrai qu'on avait eu beaucoup de peine à lire leur jeu parce qu'ils avaient de manière hyper intelligente alterné jeu long, jeu court pour systématiquement trouver leurs deux ailiers entre les lignes. Et on se retrouvait souvent en infériorité derrière de face à leurs ailiers. Donc ça va être un match compliqué. D'autant plus que je trouve que le Slow est une équipe qui est toujours difficile à manœuvrer, une équipe assez physique, toujours construite de manière hyper intelligente par Yagan. Donc ça va être compliqué, ça va être complexe, d'autant plus que ben, il nous manque énormément de forces vives. Donc personnellement, je m'attends à un match très 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 complexe et avec un niveau de difficulté vraiment élevé. Oui, ben voilà, on espère que nos Xamaxiens sauront déjouer nos pronostics pas très encourageants et qu'ils arriveront à ramener quelque chose. Voilà, on passe à la rubrique suivante. Et puis, pas le temps de respirer ou presque, puisque 4 jours plus tard, cette fois-ci, on retrouvera enfin notre pelouse de la Maladière pour la réception de la Lanterne Rouge, l'AC Bellinzone. Alors, messieurs, on est à une semaine moins quelques heures du match. Impossible de savoir quelle équipe pourra aligner Anthony Breza. Mais on est déjà un petit peu moins pessimiste, on va dire, sur ce match. Déjà parce qu'il aura lieu dans une semaine, qu'on aura peut-être récupéré des hommes, mais aussi parce que sur notre pelouse de la Maladière, face à la Lanterne Rouge, on s'attend quand même à ce que les Neuchâtelois puissent produire un petit peu plus de jeu et puis ramener un résultat. C'est certain. Alors, Bellinzone chez nous, c'est le genre de match au vu du classement qui semble presque trop simple pour être vraiment pris au sérieux. Ça fait presque peur. Mais non, c'est sûr que enfin, c'est peut-être ce match-là et le dernier qu'on aura avant Noël contre Nyon. Ça fait partie de ces matchs-là que, enfin, si on les gagne pas, c'est sûr que tu as la dernière preuve, s'il en fallait une, qu'en championnat, du moins, tu plonges dans la crise. Donc, il faut vraiment, c'est le genre de match où moi, j'ai de la peine à entrevoir autre chose qu'une victoire. Oui, ben, Bellinzone est quand même l'équipe qui voyage le moins bien, hein. Seulement 2 matchs nuls pour 6 défaites. Donc, voilà, tout autre résultat qu'une victoire serait relativement décevante, hein, Varane, sur ce match.
Alors, bah, effectivement, c'est clair que sur le papier, on part favori, mais ça va être compliqué compte tenu du fait que Bellinzone est une équipe qui, historiquement, joue toujours hyper physique. C'est une équipe qui met quand même des boîtes. C'est une équipe qui joue beaucoup sur les petites provocations, qui casse le jeu, qui joue un peu de manière un peu agressive et puis hachée. Puis il va falloir faire attention parce que on est fatigué. C'est typiquement le genre de match où quand tu es fatigué, tu peux rentrer dans des provocations et sortir de ton match. Donc ça va être compliqué, d'autant plus que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en reprise par rapport à un début de saison calamiteux, mais là ils ont réussi à enchaîner quelques résultats positifs. Donc oui, sur le papier c'est jouable, mais attention, attention, parce que l'adversaire qui va jouer crânement sa chance, on est fatigué. On arrive gentiment à la fin de ce deuxième tour. On finit un petit peu sur les rotules. Donc attention à ne pas finir en roue libre. Même si on a 3 matchs qui restent encore à jouer, même si on a une infirmerie qui déborde, c'est important quand même qu'on réussisse à faire un maximum de points parce que moi, ma crainte, c'est qu'on soit trop largué et puis que le troisième et quatrième tour de l'année prochaine ne soit plus que du remplissage et une simple formalité. Et malheureusement, on a trop vécu ça ces dernières saisons. Donc il faut, même si, voilà, je pense que on ne jouera pas la montée, mais c'est quand même d'un point de vue mental pour rester accroché au fait au wagon. C'est quand même important qu'on puisse faire un maximum de points et puis au moins jouer, enfin se fixer un objectif, je ne sais pas, par exemple se fixer un top 4, par exemple. Parce que aussi pour bien préparer le quart de finale de coupe, c'est important de ne pas être décroché en championnat. Parce que c'est compliqué d'être décroché au fait en championnat, de jouer à 70, 80% tes matchs de championnat. Et puis, quand ton quart de finale arrive, c'est difficile d'être à fond et de rebrancher la prise et d'être vraiment à fond. Donc, voilà, il faut pas se laisser aller parce qu'on a trop connu ça par le passé. Et il faut vraiment pas qu'on tombe en mode roue libre parce que sinon, on pourrait avoir la mauvaise surprise de finir le championnat à la sixième, voire à la septième place, quoi. Donc attention. Oui, 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 effectivement, c'est quand même des matchs qui seront importants à négocier. Mais voilà, c'est vrai qu'on les aborde pas. Alors, on a souvent souligné qu'on abordait ces matchs dans des conditions mentales pas forcément simples. Mais là, par contre, mentalement, on n'est pas si mal que ça. On a souligné justement la belle résilience de l'équipe dans le match à Nyon. Mais c'est vraiment c'est la cascade de blessures, hein, qui nous handicape et on a peur que finalement ces combats, tu le dis Varane, souvent finalement que les équipes en face jouent physique. Je crois que c'est un peu le championnat, hein, qui est comme ça aussi. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent extrêmement physique et qui nous donnent, enfin qui nous amènent un combat en fait, en face à face et on doit répondre présent et ça sollicite beaucoup les organismes. Donc c'est vrai que c'est presque pour moi cette partie-là, la récupération entre les matchs et puis, la bonne gestion de l'intensité et puis ouais, le fait de limiter le plus possible les blessures. On Tu te disais avant la blessure de Streit, la blessure de Bergsma, ce sont des blessures qui sont, aggravés ou qui sont catalysés, on va dire, par la fatigue, hein, aussi. Donc c'est clair que le report de ce match contre, le Slough, ben, nous a donné un peu plus de temps à un moment donné où il fallait déjà récupérer des blessés, mais là, on le paye finalement derrière aussi. Donc, attention à pas finir en roue libre et puis, cette année 2025 comme tu le disais et puis quand même, voilà, toujours se sentir concerné par un enjeu parce que, voilà, la coupe, on peut espérer un beau parcours, pourquoi pas jusqu'à la dernière marche, mais, tout peut se finir, 1 semaine ou 2 semaines après la reprise du championnat aussi donc, et voilà, ensuite la fin de saison pourrait ne plus avoir beaucoup d'intérêt d'un point de vue de l'enjeu. Donc voilà, on va un peu, espérer que, on puisse retrouver, voilà tout l'effectif et puis ensuite, ben, voilà, on verra en temps voulu ce qui sera fait au mercato d'hiver.
Voilà, je sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter pour, ce match contre Bellinzone? Non, Non. Du qui tout. ne dit rien ne consent. Donc on passe à la fin de l'épisode. Voilà, 1 heure et demie sans avoir d'invité, où on débriefe 2 matchs, où on briefe 2 matchs. Je crois que c'est une première, hein, dans l'histoire d'Examcast. On n'a jamais eu une semaine anglaise, plus une semaine anglaise encore derrière, avec, 2 chaque fois 2 matchs. Donc, voilà, c'était un programme déjà pas mal chargé. Donc juste les traditionnels remerciements à vous tous pour votre écoute. Merci à vous aussi, collègues animateurs, et puis à la semaine prochaine. Ah oui, petite précision quand même, la semaine prochaine, en raison du match qui aura lieu le dimanche, plus aussi de l'événement spécial, hein, il y aura la venue de Gilbert Gress au Stade de la Maladière pour une séance de dédicace du livre de Nicolas Bondelier. Il sera accompagné de Philippe Perret, de Robert Luthi, de Pierre Thévenat. Je crois que j'ai oublié personne, hein. Du coup, ben, voilà, nous n'aurons pas le temps, ni le recul nécessaire pour enregistrer l'épisode dimanche. Donc vous retrouverez notre épisode la semaine prochaine, plutôt le lundi soir. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là, mes chers collègues animateurs, et puis bonne semaine à tous. Bye bye. Bye bye. Ah bah,